Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Une nouvelle émission sur Guérite TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans votre émission La Position. Aujourd'hui, nous posons une question cruciale. À 6 mois des législatives et communales, la révision du code électoral est-elle encore possible? Et surtout, peut-on encore espérer un consensus au Parlement pour engager une réforme aussi stratégique? Le temps presse, les lignes politiques semblent figées. Pourtant, les appels à réviser certaines dispositions jugées restrictives ou floues ne faiblissent pas. Mais dans une assemblée dominée par une majorité présidentielle, quelles sont réellement les marges de manœuvre? Faut-il attendre un miracle politique ou s'apprêter à aller aux urnes avec les tests en l'état? Pour en débattre, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous ce soir Jean-Claude Kouagou, acteur politique, membre du parti politique LD et membre de la cellule de communication. Jean-Claude Kouagou, bien le bonsoir. Bonsoir Madame Latifat, je salue les internautes de Guérite TV Monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, nous vous retrouvons tout juste après cette pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérite TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau avec notre invité Jean-Claude Kouagou. Jean-Claude Kouagou, même si la présidentielle, l'élection capitale est dans 10 mois et les législatives municipales et communales, elles, dans 6 mois, y a-t-il encore espoir que la loi électorale soit révisée conformément au protocole additionnel de la CEDEAO? Merci Madame Latifat. Avant de commencer par répondre à votre question, je voulais d'abord vous restituer l'esprit du protocole additionnel de la CEDEAO qui stipule que dans une période de 6 mois avant les élections, il n'est plus possible de procéder à la relecture des lois électorales. Mais c'est parti d'où? C'est parti du constat que les pouvoirs publics, à la veille des élections, à moins donc de 6 mois,
procèdent à la révision en leur profit et généralement cela entraîne des crises et des violences électorales. Donc c'est pour qu'il n'en soit plus ainsi que les acteurs membres de la CEDEAO ont décidé d'édicter la norme qualifiée de protocole additionnel de la CEDEAO. Et les directives, justement, ces normes disent que il ne faut plus réviser les lois électorales parce qu'on souhaite que les lois soient, que les élections soient libres, transparentes, justes et honnêtes. Ces mots que j'utilise ne sont pas les miens, ce sont des mots contenus justement dans le protocole additionnel de la CEDEAO. Et ces mots résument l'ensemble des préoccupations de l'opposition en général et du Parti Les Démocrates en particulier quand nous parlons d'élections transparentes, équilibrées, équitables, inclusives, etc., etc. C'est donc l'esprit qui a prévalu à l'édiction de la norme intitulée protocole additionnel. Vous me demandez de savoir si à 6 mois des communales, s'il est encore possible de procéder à la relecture en ce qui concerne notre contexte, le contexte béninois. Je voudrais d'abord relever que à la date d'aujourd'hui, 11 juin 2025, nous sommes à exactement 7 mois plus tôt de la tenue des législatives et communales de 2026. Cela dit, vous devez pouvoir comprendre qu'il y a encore 1 mois dans le délai de pouvoir procéder à la relecture du code électoral. En 1 mois, cela dit, nous ne devons pas nous affubler d'illusions parce que aussitôt le code électoral en vigueur qui date de mars 2024, lorsqu'il a été promulgué, nous sommes montés au créneau pour dénoncer les insuffisances, les tricheries contenues dans le code électoral. Si en 15 mois, j'aurai le temps de revenir sur ça. Si en 15 mois, ce que nous dénoncions, les cris de cœur n'ont pas été entendus, ce n'est pas en l'espace d'1 mois, au prétexte que nous avons encore la possibilité de procéder à la loi électorale en tenant compte du protocole additionnel de la CEDEAO, que nous allons pouvoir les réviser. Donc, nous sommes très convaincus que les lois électorales, en l'état, ne seront pas révisées. Et je crois que à partir de cette démonstration, vous tirez vous-même les conclusions que nous sommes dans un contexte où il n'est plus possible de procéder à la révision. Si vous sachez déjà que c'est impossible à la date actuelle, pourquoi tant de polémiques, pourquoi tant de critiques, pourquoi tant de dénonciations et d'appels à la révision du code électoral? Nous le faisons parce que les lois sont chrysogènes. Et vous l'avez dit à l'entame de votre introduction que est-ce qu'il est encore possible de réviser? Et c'est la question à laquelle je réponds. Et je voudrais procéder à travers une démonstration, ce que je suis en train de faire, de vous montrer qu'il est encore possible. Je voudrais aller au-delà pour dire que le protocole additionnel lui-même, il dit, lorsque vous dépassez l'étape des 6 mois, au terme desquels il n'est plus possible de réviser, mais le protocole reste souple et dit qu'il est possible de procéder à la relecture des dispositions des lois électorales si l'ensemble des acteurs se mettent d'accord autour d'une table pour procéder à la relecture. Voilà pourquoi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même à 48 heures de la tenue des élections, si on regroupe tous les acteurs politiques majeurs, on peut bien procéder à la relecture du code électoral que nous dénonçons, que nous qualifions de chrysogène. Donc voilà ce que je voudrais ajouter. Est-ce que vous voyez des signes annonciateurs à cette assise? Oui, vous l'avez dit aussi dans votre introduction, qu'au niveau du Parlement, votre introduction fait partie de l'émission. Donc, au niveau du Parlement, vous avez bien trouvé, et c'est vrai, que la majorité présidentielle qui est à l'Assemblée, disons, est sourde
lorsque le Parti Les Démocrates fait des propositions de loi. Justement parce que nous avons décrié tout le temps ce code électoral, nous en avons fait un projet de, comment dit-on, une proposition de loi portée par les députés du Parti Les Démocrates, c'est-à-dire le groupe parlementaire. Mais cette proposition de loi est demeurée lettre morte et est dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Alors, tantôt, vous avez parlé de tricheries, des tricheries qui existeraient dans les dispositions actuelles. Pourquoi utilisez-vous de tels qualificatifs? Peut-être que au cours de l'émission, je reviendrai parce que je vais procéder par démonstration, par A plus B, en m'attardant sur un certain nombre d'articles contenus dans le code électoral. Alors, en dehors de l'audit du fichier électoral qui a été obtenu en cours d'exécution, quels sont aujourd'hui concrètement les points qui fâchent et à vider avant ces échéances électorales selon le Parti Les Démocrates? Je ne savais pas que cette question allait venir aussitôt et qui me permet justement de dénoncer les tricheries auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. Et lorsque nous prenons, c'est vrai, il faut constater et saluer que, en étant le leader de cette initiative de procéder, comment dit-on, à l'audit du fichier électoral, nous avons pu obtenir ça. Ça faisait partie des chantiers que nous avons portés au lendemain de la promulgation du nouveau code électoral. L'audit du fichier électoral, c'est pour faire quoi? C'est d'abord pour savoir ce qui s'est passé à l'occasion des élections de 2023, donc l'état des lieux du fichier électoral. Puis, c'est de voir à partir de maintenant comment la liste électorale se comporte pour les élections à venir. Et c'est dans cet esprit que nous avons, avec l'ensemble des forces politiques de l'opposition qui ont accepté de pouvoir entrer dans l'action, nous avons pu obtenir l'audit du fichier électoral. Mais après, il y a que nous avons souhaité qu'il y ait une relecture des dispositions, ce à quoi nous n'avons pas pu accéder. Et donc, vous demandiez de savoir, en dehors du fichier électoral, quelles sont les autres dispositions qui fâchent. Entre autres, je vais m'attarder sur deux articles. L'article 132 nouveau. Cet article est relatif au parrainage du duo présidentiel à l'élection présidentielle. Vous n'êtes pas sans savoir que ce code dispose, entre autres pièces à fournir, qu'il faut des parrainages qui sont des formulaires, mais détenus par les députés et les maires. Je voudrais donc procéder à une démonstration. Les maires sont au nombre de 77. Les députés sont au nombre de 109. Lorsque vous faites la somme, vous obtenez très exactement 186 parrains. Et le code électoral en son article 132 nouveau dit qu'il faut avoir 15% des parrains provenant des 3/5 des circonscriptions électorales. Et je parlais tout à l'heure de tricherie, et vous me le posiez. Alors, lorsque vous faites 15 fois 186 divisé par 100, c'est-à-dire le pourcentage 15%, vous trouvez exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire 28 parrains. Ça donne, si je ne me trompe, 27,9. Donc, 28 parrains. Or, sur la base des dernières élections, le seul parti de l'opposition qui a pu obtenir au plan national les 10% est donc éligible à l'attribution des sièges. Le seul parti qui siège à l'Assemblée nationale n'a pu obtenir que 28 députés. Donc, le code est calculé pour que LD soit capable de parrainer par lui-même son duo présidentiel, mais avec très exactement le nombre critique de parrains qu'il faut. Voilà pourquoi je parle de tricherie. Je n'ai pas encore fini. Le nombre de parrains était en dessous? Non, ils ont calculé sur la base de ce que nous avons. C'est pourquoi je parle de... On pourrait parler de tricherie si le nombre était en dessous. Vous n'avez pas compris et je vous expliquerai. Ce n'est pas fini. Je disais que les parrains doivent provenir
des 3/5 des circonscriptions électorales. Je ne vais pas me mettre à les énumérer de la 2e circonscription à la 20e circonscription. Nous avons eu très exactement des députés dans 15 circonscriptions électorales. Faites le rapport et vous trouverez que ça fait très exactement les 3/5 des 24 circonscriptions électorales. Donc, tout est calculé, calqué. C'est un costume prêt à porter pour le Parti Les Démocrates. Et on se demande, si le Parti Les Démocrates, théoriquement, remplit les conditions, d'accord, de parrainage à ce niveau-là, qu'adviendrait-il des autres partis qui souhaitent, des autres candidats qui souhaitent aller à l'élection présidentielle et qui n'ont pas de parrain au préalable? Encore que c'est dit que c'est le président du parti qui détient les parrainages. Or, il aurait fallu que l'élection soit inclusive, permette, et vous avez commencé par entendre qu'il y a des candidats isolés, indépendants, comme cela se fait dans les grandes démocraties, qui commencent par vouloir être candidats à l'élection présidentielle. On ne peut pas les empêcher, c'est leur ambition. Mais c'est le peuple qui sanctionne par la suite. Mais ici, on a prétesté de ce qu'on veut assainir l'environnement politique et on a introduit ces dispositions qui sont des dispositions exclusives. Je viens maintenant à un autre article, l'article 146 nouveau. Cet article parle plutôt instaure un nouveau seuil d'attribution des sièges, 20%. Il a dit quoi? Je voudrais que le peuple béninois puisse me suivre dans cette démonstration. Sur la base de l'ancien code électoral, pour être éligible à l'attribution des sièges, il faut avoir 10% au plan national. Et sur la base de ce code, justement, en 2023, les partis, 7 partis sont allés en compétition. C'est seulement 3 qui ont pu avoir les 10%. Et lorsque vous faites la somme des performances obtenues par ces 3 candidats, vous trouverez très exactement 92% le cumul. C'est-à-dire que vous avez UPR qui a obtenu 37%, BR 25%, BR 30% et puis LD 25%. Lorsque vous faites la somme, vous trouvez 92%. Cela voudrait dire quoi? Les autres partis qui n'ont pas pu obtenir les 10%, leur performance cumulée ne fait moins de 8%. Et aujourd'hui, avec cette expérience, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut avoir 20% dans chacune des 24 circonscriptions législatives pour enlever des sièges. Et nous disons que l'interprétation qu'il faut en faire, c'est qu'on demande à BR et UP d'avoir 10%, parce qu'on parle d'accord de coalition parlementaire, et on demande au LD d'avoir 20%. Vous avez aussi, il y a aussi d'autres possibilités. Pourquoi pas un accord de gouvernance avec la FCBE, ou c'est impossible? Je vous ai dit, FCBE avait eu 4%. Mais avec FCBE, pour au moins avoir... Bon, écoutez. Par ailleurs, FCBE ne se réclame pas de l'opposition, n'assume pas sa position d'opposant. Ah bon? Oui. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est une... comment dit-on? C'est un secret de polichinelle. C'est pas moi, ce sont des actes qui Pourtant, Paul qui le disent. se réclame en tant que parti de l'opposition. Je vous concède ce que vous dites. Et je dis, une fois encore... C'est pas moi qui le dis, c'est Paul Moupé. Oui, puisque c'est vous, Paul Moupé n'est pas sur ce plateau, c'est vous qui tenez cela. Je dis, je vous concède ça, et je dis, en tant qu'homme politique, je dis que FCBE joue à l'opposant le jour et au mouvancier le soir. D'accord? Et ce que je dis m'engage. Donc, je reviens pour dire, puisque nous étions en train de faire une démonstration, il est impossible. Alors, voilà là où je viens dire. Les démocrates ne se voient pas en accord de gouvernance avec les autres partis de l'opposition. Je vais vous rappeler quelque chose. Il y a une organisation qui s'appelle, depuis le 10 novembre 2024, qui s'appelle Cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. L'initiative est partie du Parti Les Démocrates. Tous ceux qui se réclament de l'opposition ont été consultés. Mais FCBE n'a pas voulu être embarqué. Nous allons faire quoi? On va forcer quelqu'un? C'est non. Vous les avez invités. C'est ce que je dis. Non seulement invités, on a souhaité, puisque ça n'a été imposé à personne, c'est-à-dire c'est une idée, on a dit tous ceux qui se réclament de l'opposition, qu'ils viennent à nous.
C'est-à-dire qu'on se mette ensemble pour être plus fort et défendre un certain nombre de choses. Je me rappelle qu'au lendemain, justement, de la promulgation de la loi, il y a un membre influent du parti FCBE, en la personne du ministre Alain Adiou, qui a participé. On pensait que c'était déjà le début d'une collaboration en tant que parti politique, mais vous avez suivi le reste du développement de l'actualité à l'interne du parti qui a amené, in fine, le ministre Alain Adiou à se retirer de FCBE il y a environ un mois. Donc, FCBE est dans les dénonciations justement du ministre Alain Adiou, il dit clairement que le parti FCBE n'est pas un parti de l'opposition. Donc, il ne me revient pas de forcer à vouloir croire que FCBE est un parti de l'opposition. Il joue quand même une contradiction entre les propos. Bon, à l'interne, pas avec moi, mais c'est à l'interne. Nous nous sommes déclarés parti de l'opposition en nous soumettant à toutes les lois de la République et les exigences qui vont avec le statut de l'opposition. Et nous sommes un parti de l'opposition. Nous agissons comme tel et la République nous le reconnaît. Donc, en définitive, sur la base de l'article 146 nouveau, on demande aux partis siamois de la mouvance d'avoir chacun 10% et on demande à l'opposition de se débrouiller seul pour avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Oui, donc Jean-Claude Kouagou, donc on pense que le parti, les démocrates se versent beaucoup plus dans des critiques, dans des dénonciations, plutôt que de proposer des projets qui vont vraiment amener le peuple à les soutenir. Mais concrètement, qu'avez-vous à proposer au peuple? Je crois que vous parlez de l'offre politique du Parti Les Démocrates, c'est-à-dire ce qu'on appelle d'ordinaire le projet de société. Un parti sérieux comme le nôtre, dirigé par un ancien président de la République et avec des personnalités fortes qui ont des expériences antérieures très avérées au plan politique, ne peut pas fonctionner sans projet de société. Notre parti dispose bel et bien d'un projet de société que nous ferons connaître dans les jours, les semaines à venir. Ce n'est pas donc le moment pour en parler? Non, pas encore, parce que il faut d'abord faire la prospection qu'il faut, actualiser un certain nombre de choses pour pouvoir le présenter, parce que nous n'allons pas présenter une offre qui n'emballe pas le peuple béninois. Et nous connaissons beaucoup plus le peuple béninois. On saura lui proposer ce qui lui sied comme un costume. Il y a quelques jours, Daniel Ida a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2026. Il dit avoir une vision pour le peuple béninois. Il n'est pas pour le moment à la recherche des parrainages. Vous, en tant que membre du parti Les Démocrates, est-ce que le parti est prêt, je ne sais pas, à soutenir ce candidat indépendant? Daniel Ida fait partie, avec son mouvement, nous le ferons, du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Et en se déclarant candidat, il le fait sous la bannière de sa force politique qui est un mouvement. Si il s'avérait que au niveau du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, une certaine discussion se terminait par se terminait par le fait que ce serait lui le candidat de l'opposition, il trouverait les parrainages. Pour le moment, il n'est pas encore soutenu par le cadre. Non, puisqu'il l'a fait de manière... Oui, comment dit-on? Je connais un peu le fonctionnement du cadre de concertation et ce n'est pas au nom du cadre de concertation qu'il l'a fait. Il l'a fait de manière, bon, je dirais, cavalière. Étant déjà membre du cadre, il aurait quand même le soutien des membres de l'opposition. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Cela voudrait dire qu'il peut avoir une autre personne qui a les mêmes ambitions que lui de pouvoir. En ce moment, il faut faire l'arbitrage. Donc, ce n'est pas facto parce qu'il est le premier du cadre de concertation à se prêter à cet exercice de déclaration de candidature initiale que automatiquement il a repris. Donc, s'il y a des candidats des autres forces politiques de l'opposition, je crois que le cadre de concertation va les recenser et trouvera le mécanisme pour que nous puissions aller pour gagner ensemble. Et personnellement, comment vous voyez sa candidature? Non, c'est une personnalité qui a déjà fait des preuves par le passé. Il a été candidat, je ne sais plus en quelle année, candidat à l'élection présidentielle. Donc, il réédite. Pour moi, il n'y a pas quelque chose de nouveau. C'est un homme qui jouit de ses droits civils et politiques. Qu'il se déclare candidat,
Et il ne l'a pas fait sous la bannière d'une organisation comme le cadre de concertation ou encore moins le parti Les Démocrates dont il n'est pas membre. Donc, il l'a fait de manière solitaire. Moi, je le vois en tant que personnalité de la République. C'est son action. Je prends acte de ce qu'il s'est déclaré préalablement, très tôt, candidat à l'élection présidentielle. Revenons au thème de cette émission. Où en sont le parti Les Démocrates par rapport à la prospection pour avoir un partenaire politique pour un accord parlementaire, histoire d'être à l'abri des 20% imposables à eux s'ils y allaient seuls? Oui, là, parce que le premier pan de la question a été déjà vidé tout à l'heure. Alors, où en êtes-vous pour avoir quand même seul les 20%? Non. Justement, vous m'amenez à retourner à un certain nombre de faits. En démocratie, l'animation de la vie politique, et c'est consacré aussi bien par la Constitution que par le Code électoral, c'est l'animation de la vie politique. Cela veut dire quoi? Les partis politiques, les mouvements politiques, les syndicats même par ailleurs, ont la faculté, le droit de pouvoir animer la vie politique sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement une certaine brutalité et que les autorités chargées de pouvoir donner ce qu'on appelle généralement autorisation, qui n'en est pas une, c'est plutôt un avis qu'il faut adresser aux autorités communales pour leur faire savoir, une déclaration pour leur faire savoir que une organisation comme un parti politique a une activité tel jour et à tel endroit, pour que l'autorité communale ou municipale puisse prendre des dispositions sécuritaires pour accompagner. Mais on en a fait plutôt une arme de répression, de refus, si bien que dans nos activités, on nous empêche de tenir nos meetings, nos redditions de comptes des députés sur le terrain. Or, il aurait fallu ça. Est-ce que le parti s'assure quand même d'avoir l'avis, comme vous le dites, hein, de l'autorité de tutelle? Je vous dis, et là, vous semblez... Et quelles sont les raisons qui sont évoquées pour vous empêcher de tenir vos assises? Ils n'ont jamais répondu à une correspondance adressée au parti Les Démocrates pour solliciter les espaces publics. Ils envoient plutôt sur les lieux des manifestations des policiers pour nous demander, pour nous dire tout simplement que l'activité n'est pas autorisée. Donc, laissez-moi aller jusqu'au bout et vous allez comprendre ce que je disais. Déjà, je vais vous donner l'exemple du 22 mars où j'étais à Dassa, dans le cadre d'une formation à l'intention des militants enseignants LD. Et c'est au siège départemental du parti. Et le siège départemental du parti est un patrimoine du parti parce que les sièges départementaux ont été institués par la charte des partis politiques. Et donc, lorsqu'il est fait obligation dans la charte des partis politiques que les partis puissent disposer de sièges départementaux. Alors, un parti qui fait l'effort de disposer d'un siège départemental à ses frais, vous venez l'empêcher, comme quelqu'un qui a loué sa maison, vous venez l'empêcher de tenir ses activités au siège. Il n'y avait pas de raison. Ils ne nous ont rien dit. Ils ont seulement envoyé des policiers armés jusqu'aux dents avec des boucliers pour nous demander de partir au motif que l'activité n'est pas autorisée. Ça a été fait. Et je peux multiplier les exemples. Ça a été fait à Dassa, à Calavi, à Waké, partout dans le pays. Et ils nous empêchent. Or, comment faire pour avoir les 20% si on voudrait aller aux élections seuls? C'est de pouvoir justement organiser nos activités sur le terrain, de convaincre nos populations de la misère qui sévit dans le pays et où personne ne respire correctement comme il le faut. C'est de pouvoir les convaincre de ce que la dictature que nous vivons aujourd'hui prendra fin en 2026. Mais on nous empêche. Mais pour autant qu'on nous empêche justement d'animer la vie politique, nous allons procéder par autres canaux pour atteindre nos objectifs. Et le peuple, c'est l'information. Nous disposons des réseaux sociaux, nous disposons de nos téléphones, nous voyageons dans nos familles. Donc, les réunions en famille, on ne peut pas les interdire. Nous allons parler au peuple béninois de différentes manières, de sorte que la mobilisation sera forte. En 2026, le taux de participation sera très élevé. Nous allons convier le peuple béninois aux élections pour que nous ayons une
très forte participation pour défier le code électoral. C'est-à-dire que les 20% auxquels on nous astreint, nous allons les dépasser dans chacune des circonscriptions électorales, s'il plaît à Dieu, et je suis convaincu que nous y parviendrons. Alors, comment le peuple adhère déjà à cette idéologie? C'est même que, c'est vrai que nous le disons très souvent que nous sommes le parti du peuple, mais c'est que nous nous adaptons et le peuple se reconnaît à travers nos actes et nos actions. Nous avons la chance d'avoir comme président du parti un ancien président de la République dont le bilan est très élogié au plan social et économique, et cela fait que nous avons cet atout-là. Donc, le chef de nous l'État profitons. a quand même aussi fait du social. Il nous a promis, je crois, au cours d'une déclaration en face de la représentation nationale, qu'il, je crois, c'était en 2023 ou 2024, je ne sais plus exactement, mais il disait qu'il nous promet du hautement social. Je ne sais pas si de votre position, vous bénéficiez des fruits de ce hautement social. Dans tous les cas, ce que nous vivons et qui est réel dans le pays, c'est que le peuple béninois n'est plus capable de satisfaire ses 5 besoins fondamentaux. En l'occurrence, les premiers, c'est-à-dire manger 3 fois par jour est une difficulté. Se soigner est une difficulté. Combien de personnes ont renoncé à l'estime de soi en tendant la main à d'autres qu'ils estiment que leur position leur permet d'avoir un peu pour pouvoir régler leurs problèmes personnels. Et c'est ce à quoi c'est ce que nous vivons dans le pays, et nous allons convier justement le peuple béninois à sortir massivement le moment venu pour accomplir son devoir civique. Jean-Claude Kouagou, voilà, vous avez évoqué le hautement social. À vous particulièrement, qu'avez-vous noté de bien dans la gouvernance du chef de l'État, Patrice Talon? Il ne m'appartient pas de répondre à cette question. Lorsque les mouvanciers seront... C'est quand même bien de dénoncer les points négatifs et de noter également les points positifs d'une gouvernance. Je vais être d'accord avec vous. Ce qu'il a fait de bien, c'est qu'il a demandé aux sodiaculteurs de ne pas vendre leur production à l'extérieur et d'ériger des granites sur des routes déjà caoteuses, d'ériger des granites et des tranchées sur les voies. Je crois que c'est ce qu'il a fait de bien. Et les sodiaculteurs et les vendeurs d'acajou ne lui feront pas cadeau le moment venu. Alors, Jean-Claude Kouagou, vous avez votre perception de ce qui est bien et de mal. Si les lignes ne bougeaient pas pour une révision des dispositions qui fâchent, les démocrates iraient-ils aux élections ou boycotteraient-ils, comme l'a souligné il y a quelque temps Nouroudine Sakassali? Je vais d'abord faire une petite genèse. Le Parti des démocrates est un jeune parti. Il est né au lendemain des élections communales de 2020, et précisément le 6 juillet 2020. Et les premières élections auxquelles le parti devrait faire face, c'était l'élection présidentielle de 2021. Le parti s'est plié en 4. Pendant qu'il faisait des luttes pour l'obtention de son récépissé définitif d'existence, il s'est plié en 4 pour organiser en son sein l'élection présidentielle. Vous vous souvenez certainement qu'en définitive, nous avons pu présenter un duo constitué de Madame Rekiat Madougou comme candidate titulaire et de Yves-Patrick Divor comme candidat, le duo. Mais le candidat principal de la mouvance n'a pas cru devoir faire face à une candidate que le parti a proposée. Et vous connaissez la suite. Sur la base d'un certain nombre de récriminations, elle a été jetée en prison et puis condamnée à 20 ans. Or, il n'en fallait pas. Il s'agit d'une femme. Je ne dis pas qu'elle c'est une intellectuelle de très haut niveau. Donc, mais le pouvoir n'a pas cru pouvoir faire face à une femme. Deuxième chose, après les élections de 2021, nous devrions faire face aux élections législatives de 2023. Nous étions également présents et les résultats sont là avec seulement 28 députés. Je crois qu'en 2026, les troisièmes élections, disons de l'ère du parti Les Démocrates, nous ne ferons pas la politique de la chaise vide. Nous serons bien présents et nous nous préparons en conséquence.
La possibilité que le parti PRD se retire, hein, c'est une supposition c'est une supposition, hein, s'il arrivait que le parti PRD se retirait de l'union progressiste, est-ce que cela serait un atout pour le parti Les Démocrates? De l'union progressiste, le renouveau. Le renouveau du moins. Bon, s'il se retirait, le renouveau n'existerait plus. Bon, disons que c'est une actualité que nous suivons avec beaucoup de préoccupations. Et cela soulève les dessous du système partisan. Avant d'en arriver là, Jean-Claude Kouago, est-ce que le retrait du parti serait un atout pour les démocrates? Je crois que les faits parlent mieux que les paroles à des moments donnés. Les faits, c'est que depuis le début de l'année, vous savez, vous avez vu qu'il y a un rapprochement entre les personnalités constituées par le président Maître Adrien Roumbédi et le président Yahi Boni. Et vice-versa, ils se sont rendus visite à domicile. Ils se sont dit des choses. Il faut seulement remonter dans l'histoire pour constater que plus tôt, il ne le faisait pas. Donc, à partir du moment où il commence par le faire, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui entre en jeu. Alors, et donc, les deux personnalités nous réservent de belles surprises. Et Maître Adrien Roumbédi, de toute sa lutte, il a toujours lutté pour la justice et la paix. Alors, à vous entendre, hein, c'est à croire que dans quelques jours, nous allons assister à une fusion ou à un accord de gouvernance entre le parti Les Démocrates et le PRD s'il existait encore. Oui, je crois que nous devons parler avec précaution à ce niveau, le PRD s'il existait. Et ce qui est certain, et je vous parle de... Il y a quelque chose de fondamental, au-delà des tests, des écrits, des documents, il y a quelque chose de fondamental dans un parti politique. Dans un parti politique, ce sont les militants. Ouais. Donc, ils vous ont beau faire la guéguerre, la bataille des logos, de patrimoine juridique, etc., etc., le fondamental, ce sont les militants, les anciens militants du parti PRD. Et donc, si il arrivait dans, disons, le rapprochement qui s'observe, que le PRD devrait venir avec le parti Les Démocrates, ils seront les bienvenus. Nous sommes ouverts à tous les courants politiques, tant est que nous luttons pour le bien de notre peuple et pour la démocratie. À partir de ce moment, si le PRD nous rejoint, nous allons faire route ensemble pour le bonheur de notre peuple. De toute façon, les démocrates, avec les visites, hein, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, les visites rapprochées entre le président Adrien Roumbédi et le président du parti Boni Yahi, les démocrates sont prêts à accueillir le PRD dans la maison. Même si c'est le président de l'UPR, le renouveau maître Joseph Diogbenou, qui voulait faire adhésion au parti Les Démocrates, il sera le bienvenu. Alors, vous, vous, en tant qu'acteur politique, est-ce que vous croyez encore à l'existence du parti PRD? Parlons bien de cette actualité du moment. Oui, je disais que c'est une actualité que nous suivons avec beaucoup d'intérêt et je ne voudrais pas encore entrer dans certaines considérations. Je voudrais me limiter au fait que tout ce que nous observons et les premiers éléments que nous avons, ce sont justement la correspondance adressée au PRD d'une part et la réponse avec les pièces jointes fournies par le PRD. Et à ce stade, nous n'avons pas encore tous les éléments pour apprécier davantage. Qu'est-ce qui vous manque? Mais cela dit, il faudrait que, je ne sais pas, l'ancien président de l'UP puisse se prononcer. Il faudrait que le président de l'UPR se prononce sur le dossier. C'est-à-dire, il y a encore deux personnalités. Donc, je dissocie. Et le ministère de l'Intérieur, pourquoi? Et le ministère de l'Intérieur. Donc, tout ça, versé au dossier, permettra de pouvoir avoir une meilleure appréciation. Mais en l'absence de cela, de mes analyses, je constate tout simplement que nous sommes dans un marché de dupes avec les réformes qualifiées qui ont abouti au système partisan. Ce n'était pas sérieux. Et ça, ce n'est pas bien pour la République. On est entré dans du faux. Et ça nous conduit à cette situation-là. Voilà là où je voudrais m'en arrêter. Bon, vous n'avez pas répondu à ma question sur l'existence ou non du parti PRD, selon vous. Non, c'est ce que je dis. Je n'ai pas tous les éléments. Il y a eu... Et qu'en est-il de l'existence de l'UPR? Et comment dit-on? Théoriquement, l'UPR, c'est ça qui existe.
Je dis théoriquement. Théoriquement. Je n'ai pas tous les éléments d'appréciation pour aller jusqu'au bout de mon analyse. Sinon, si tel était le cas, je me prononcerai si le PRD existe, si l'UP existe, les deux qui ont fusionné pour donner l'UPR s'ils existent, j'aurai les éléments d'appréciation pour pouvoir tirer conséquemment les conclusions. Alors, nous sommes presque à la fin, mais nous avons encore quelques minutes. Jean-Claude Kouagou, les débats pour la constitution des listes pour les législatives et communales sont-ils lancés au sein du parti? Je voudrais dire d'abord que, une fois encore, le Parti Les Démocrates est un parti très sérieux. Les débats pour la constitution des listes de candidatures sont-ils déjà lancés? Je vous dirais que c'est oui. Et nous organisons ça de manière très sérieuse à l'intérieur du parti. Je peux vous faire déjà la confidence que à l'interne, nous disposons des normes, deux normes. Il y a une qui est dénommée critères d'éligibilité des candidats aux différentes élections. Et la deuxième norme, c'est les directives pour l'organisation des élections au niveau interne dans le parti. Et ces deux instruments nous permettront de pouvoir canaliser et faire les choix qu'il faut pour le bien du peuple béninois et justement pour défier le code électoral à l'effet d'avoir non seulement 20% dans les différentes circonscriptions électorales, mais d'en avoir suffisamment parce que le peuple aurait compris que l'injustice qui a été créée dans les lois électorales, il faut justement les corriger dans les urnes et nous amènerons le peuple avec une bonne constitution de liste à aller dans ce sens. Seul le peuple a le pouvoir. Bien sûr, c'est pourquoi nous faisons allusion au peuple auquel nous nous identifions parfaitement. Alors encore combien de temps, Jean-Claude Kouagou, pour espérer l'officialisation du duo candidat du Parti Les Démocrates pour la présidentielle? Merci pour cette question que je pourrais même qualifier d'embêtante au regard du contexte. Mais avant de venir à la question, vous me permettrez de dire que dans une vie antérieure, j'étais journaliste, éditorialiste. Oui. À 4 mois de dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle, j'aurais saisi ma plume pour m'interroger sur ce qui ne se fait pas de bien dans le pays. Pour qu'on n'ait pas déjà des noms de candidats pour les prochaines élections. C'est vrai qu'il y a de manière isolée quelques candidats. Non, c'est tout simplement le contexte qui a généré les lois électorales portées par le code électoral. Le parti suit également le rythme. Vous allez peut-être vite en besogne. Donc, je vous dis que le contexte qui a généré les lois électorales portées par le code électoral est tel que il faut être suffisamment prudent. Nous ne suivons pas le rythme. Regardez de l'autre côté de la mouvance. Qui sont les candidats? À l'heure actuelle, il n'y en a pas. Chacun peut spéculer. Bon, chacun peut spéculer. Et à partir de ce moment, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ceux qui ont osé se prononcer dans le camp de la mouvance, vous savez où ils sont. Venons-en au cas du Parti Les Démocrates. Je vous ai dit au départ que nous sommes un jeune parti et que notre parti a à peine 5 ans. Et donc, nous avons besoin plus de faire connaître le parti lui-même plutôt que des individus, encore qu'il y en a qui ont leur visibilité au sein du parti. Et donc, nous travaillons d'abord pour l'image du parti, pour le projet de société qui est en actualisation et le moment venu, nous allons le présenter au peuple béninois. Donc voilà le travail qui se fait en attendant que le dernier moment, et je vous ai dit qu'à l'interne, il y a déjà ce que nous avons appelé les critères de désignation des candidats et les directives pour les différentes élections. Donc, à l'aune de tout ce que je suis en train de décrire, nous allons sélectionner les candidats qu'il faut pour le duo présidentiel dans les semaines à venir. Alors, tant que la mouvance n'affiche pas ou ne mène pas encore la danse qu'il faut, le Parti Les Démocrates n'en fera pas de même. C'est votre conclusion et ce n'est pas le cas chez nous. Nous avons notre agenda et nous n'attendons pas forcément le camp de la mouvance. Nous travaillons à avoir les meilleures listes de candidatures aussi bien pour les législatives et communales
que pour la présidentielle de 2026. Aura-t-on un duo mixte au niveau du Parti Les Démocrates? C'est l'avenir qui nous le dira, je ne peux pas spéculer. Donc je vous dis, il y a des instruments à l'aune desquels nous allons passer au filtrage. Donc s'il s'avérait que c'est un... Je crois bien que quand vous parlez de candidature mixte, vous parlez de femmes-hommes. Exact. Si tel était le cas, que c'est un homme et une femme qui sont qualifiés pour le duo, les responsables chargés, parce qu'il y a un comité qui travaille dans ce sens, le comité pourra proposer au parti que entre les deux personnalités, on préférerait que ce soit plutôt la femme qui soit titulaire, ou à l'inverse, que ce soit l'homme qui soit le titulaire. Donc, le moment venu, sur la base des candidatures et du fait que certains se seraient distingués sur la base justement des différents instruments, jusque-là, le choix n'est pas encore fait au sein des leaders du parti, au sein des membres du parti. Je vous ai dit que nous avons des instruments et que nous sommes là, il n'y a rien qui presse. Vous avez encore le temps? Oui, on a le temps. On est encore à 4 mois de dépôt des dossiers de candidature. Alors, les démocrates ont-ils fui le débat contradictoire souhaité par le ministre avant d'en arriver là? Jean-Claude Kouago, quelles sont vos ambitions politiques pour les prochaines élections? Est-ce que vous serez candidat aux élections législatives, communales? Pourquoi pas présidentielles? Bien, merci. Je commencerai plutôt par la dernière élection pour vous dire qu'au plan juridique, je dispose quand même de toutes les qualités. Mais au plan social, j'estime que il faut peut-être attendre. Il faut peut-être attendre, il ne faut pas être pressé dans la vie. Quant aux autres élections, c'est le parti qui décidera. Mais si je constitue ma candidature pour l'une ou l'autre des élections communales ou législatives, le parti, sur la base de ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire des critères d'éligibilité et des directives, si je suis sélectionné, je serai candidat et vous allez le constater. Je viendrai solliciter d'ailleurs Guéry TV pour m'accompagner dans la campagne électorale. Vous n'avez pas encore posé votre candidature pour... Non, c'est ce que je dis. Il y a des secrets de couvent qui ne se livrent pas. Exact. Exactement. Exactement. Oui. Jean-Claude Kouago. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Les démocrates ont-ils fui le débat contradictoire souhaité par le ministre conseiller Ayadji? Je suis un peu surpris par votre question qui met en exergue le ministre conseiller Jacques Ayadji. C'est une personnalité que j'ai connue à distance en tant que bon syndicaliste et qui aujourd'hui se retrouve dans un rôle. L'ensemble des ministres conseillers aujourd'hui nous font voir un certain nombre de choses. Vous demandez pourquoi est-ce que nous fuyons le débat avec le ministre conseiller Jacques Ayadji? Je voudrais vous dire avec gravité et franchise que c'est non. Alors, pour tous les sujets ou dossiers qui concernent la République, et on estime que c'est la zone de confort du pouvoir de la rupture, nous sommes prêts à mener le débat avec n'importe qui de la mouvance. Et je vous le dis avec gravité, parce que aujourd'hui, nous faisons des formations à l'interne et vous prenez n'importe qui, membre militant du parti, à un niveau quelconque, il est capable de répondre à n'importe qui soit conseiller, ministre conseiller ou pas, il est capable de lui opposer les réponses dans un débat contradictoire. Sur ça, il n'y a pas de problème. Vous parlez justement du ministre Jacques Ayadji. Mais le débat est venu d'où? C'est nous qui l'avons provoqué. C'est quand nous avons dénoncé que la route du boulevard, le boulevard de la Marina, a coûté 35 milliards, qu'il est monté au créneau pour dire que nous avons sous-évalué et que c'est plutôt 37 milliards. Puis, nous avons fait la même dénonciation sur la route Carrefour, Semin et Semin-Kodji, c'est ça, hein, et Porto-Novo. Mais à ce niveau, on ne peut pas dire les avenants coûtent 3 fois plus cher que le marché lui-même. C'est ce que nous avons dénoncé. Et puis, à la suite de ça, au lieu de nous donner les éléments de réponse pertinents qu'il faut, il fait ce qu'on appelle une fuite en avant et il nous demande de venir regarder les pierres et les murs de la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Vous trouvez que c'est sérieux? Et nous lui avons demandé, par respect pour la République, nous lui avons adressé une correspondance lui demandant de nous fournir les éléments d'information
que nous souhaitons, c'est-à-dire sur le marché des différents chantiers. Mais au lieu de nous répondre, il a préféré dire sur les réseaux sociaux qu'il invite le Parti des démocrates à un débat contractuel. Même moi qui suis ici, je peux faire face à lui sur un certain nombre de dossiers parce que nous avons les éléments de preuve sur tous les sujets sur lesquels nous nous prononçons. Il voudrait avoir autre personne que Guy Mitokwe. C'est pourquoi je m'offre déjà. Alors, Jean-Claude Kouagou, nous sommes à la fin de cette émission. Votre conclusion pour terminer, nous n'avons plus assez de temps. Non, je voudrais très franchement saluer Guérit TV Monde pour le professionnalisme qui est le vôtre dans ce contexte difficile où les médias connaissent des difficultés de survie. Je voudrais vraiment saluer l'existence et le travail de qualité qui se fait ici. Je voudrais saisir l'occasion pour dire au peuple béninois de rester serein, que la dictature que nous vivons en ce moment connaîtra bientôt sa fin sous la bannière de ce qui nous reste comme démocratie à l'occasion des prochaines élections générales de 2026. Merci à vous, Jean-Claude Kouagou. Mesdames et messieurs, c'était donc votre émission La Position de ce mercredi avec Jean-Claude Kouagou, acteur politique, membre du parti Les Démocrates et membre de la cellule de communication du parti. Merci donc de nous avoir reçus chez vous. On se donne rendez-vous mercredi prochain et bonne suite de programme sur Guérit TV Monde. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV.